Pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, c'est l'idée que voilà, les gens qui prennent soin des enfants, qui prennent soin des malades, qui prennent soin des gens en fin de vie, sont des gens sous-payés, souvent des étrangers, Exactement. des femmes, non respectées. Voilà, Voilà, et donc tu invisibilises quelque chose qui est en fait le ferment de la société. La société ne tient pas si tu n'as pas ça. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Je reçois aujourd'hui pour la seconde fois Cynthia Fleury, que j'avais déjà reçue pour un premier moment autour de la question du ressentiment et comment s'en délivrer. Et aujourd'hui, je l'interroge sur qu'est-ce que c'est le soin et pourquoi le soin est un humanisme. Tu as beaucoup travaillé sur la question du soin, c'est déjà au cœur de ton travail, de ton dialogue avec les soignants. Et tu as une manière de repenser le soin en n'en faisant pas quelque chose d'accessoire. Pour la plupart, aujourd'hui, voilà, le soin, c'est accessoire, mais d'essayer de montrer que le soin, c'est le propre de l'homme. Oui, c'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout au départ, ni à l'arrivée même sans doute, un philosophe du soin. Ce n'est pas mon héritage théorique. Mon héritage théorique, je te l'ai posé. En plus, c'est même les platoniciens de Perse, les platoniciens de la Renaissance, c'est ça mon héritage théorique. Moi je suis un enfant de Pic de la Mirandole, et ça me va très bien. Je peux m'arrêter là si tu veux. Donc, alors malgré tout, un enfant de la théorie critique, etc. Et puis, avec c'est vrai, il y a des auteurs qui ont été très importants pour moi, qui sont liés à la psychothérapie institutionnelle, etc. Mais c'est beaucoup plus tardif. La vérité de mon premier chant, c'est un chant, oui, c'est un chant de l'humanisme renaissant. Et j'ai construit ma philosophie morale à partir de ça. Et puis, comme d'autres, j'ai rencontré le fameux Caire, qui est bon, et moi j'avais le sentiment de raconter la même histoire, si tu veux, mais malgré tout, je trouvais les travaux très intéressants de Tronto, pour ne pas la nommer, qui elle est celle, avec d'autres, mais notamment Tronto, qui est celle qui vient qui a dit ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le soin est notre première activité humaine. C'est elle, les années 90, c'est elle qui rappelle qu'il faut déféminiser, il faut dégenrer cette question du care. C'est pas du tout une affaire féminine, c'est une affaire toute humaine. C'est le premier acte de l'homme. Le monde n'est pas habitable, nous dit-elle directement. Si on ne prend pas soin de ceux qui naissent, de ceux qui ont Voilà, c'est-à-dire besoin, de ceux qui que sont malades, de ceux qui sont la âgés. vie humaine n'existe que parce qu'il y a du soin. Et on pourrait même, là j'ai une de mes étudiantes qui vient enfin deux de mes étudiantes qui viennent de soutenir leur thèse, Zona Zarik et Pauline Béguet, les deux, même si leurs sujets sont différents, ils se parlent beaucoup. Béguet a fait un travail sur, et c'est assez génial, le soin chez Arendt, qui ne parle jamais du soin. Du mot, mais qui bien évidemment, moi ça me parle bien évidemment, puisque ça nous montre la vérité politique du soin, ou la vérité soignante du politique, tu le mets comme tu veux, mais dans les deux cas, c'est ça qui va m'intéresser, c'est cette verticalisation-là, c'est ce capacitaire. Donc le soin m'a intéressé, oui, de ce côté-ci, si tu veux. Et en même temps, une compréhension, je pense, juste des philosophies de Tronto, c'est celle-ci. Donc c'est la vérité oui, c'est la vérité d'un acte politique. Et surtout, ce qui est intéressant chez Tronto, c'est comment elle a montré que le care était, si tu veux, un mode de visibilisation de ce qui a été mis en invisibilité et qui s'appelle le soin. Parce que c'est ça en fait. La philosophie du care, aujourd'hui, c'est parce que le care, ça a toujours existé, mais sauf que c'est rendu invisible. C'est-à-dire que nos sociétés, à partir d'un certain moment, il faudrait voir ça avec les historiographes, mais ont dévalorisé, si tu veux, le soin, l'ont féminisé, l'ont privatisé, l'ont fait disparaître de l'espace public et fondamentalement de la société. Pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, c'est l'idée que voilà, les gens qui prennent soin des enfants, qui prennent soin des malades, qui prennent soin des gens en fin de vie, sont des gens sous-payés,
souvent des étrangers, Exactement. des femmes non respectées. Voilà, Voilà, et donc tu invisibilises quelque chose qui est en fait le ferment de la société. La société ne tient pas si tu n'as pas ça. Et en plus, en fait, tout est soin. Parce que la transmission, voilà. c'est soin. Parce que c'est ça que tu ouvres. Il y a cette question du soin-là, Oui, mais toi, tu montres que le soin, c'est aussi l'éducation tout à fait. et qu'il faut penser, voilà. C'est le rendre capacitaire. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rendre capacitaire, ça veut dire que tu accompagnes un sujet dans la possibilité d'ouvrir des choix, au sens Amartya Sen, sa liberté va être ressentie comme, tiens, démultiplication de choix de vie possibles. Voilà, c'est ça le capacitaire. Donner la possibilité à quelqu'un de pouvoir faire des choses qu'il ne pouvait pas, ou voilà. de s'accomplir, ça c'est le soin. Et voilà. le soin à ce moment-là, c'est ça que donc c'est très ouvert. C'est ça que tu nommes ton texte, le soin est un humanisme. Oui, c'est-à-dire que tu vas accompagner quelqu'un dans la possibilité qu'il soit lui-même un pourvoyeur de conditions de possibilité. Donc il va pouvoir, c'est de la création, c'est tout ce que tu veux, mais c'est ça l'enjeu, c'est de rappeler que tu restaures une capacité agissante. C'est très important parce qu'on voit bien que l'éducation tend à ne plus devenir du tout un soin. Non. Et ça, c'est quand même une question... on voit tout l'enjeu de ton analyse ici. Oui, puisqu'on pense de plus en plus l'éducation comme manière d'adapter un public Exactement. à la société de production capitaliste, oui. Et non pas comme le fait de faire que lui-même, à un moment donné, va être dans une position d'auteur. C'est quand même ça l'enjeu. Alors je ne dis pas qu'il faut totalement, bien évidemment, de produire de la normalisation, c'est nécessaire, parce que voilà. Mais de n'avoir à un moment donné que comme premier objet et comme finalité la normalisation, ça c'est une folie. Que la normalisation soit un moyen pour accéder à, comment dire, un vivre ensemble, pourquoi pas? Parce que de fait, il faut il faut bien des langages communs, donc il faut un peu de normes, on ne peut pas être que des hyper-singularités qui, à chaque fois, parlent leur propre langue sans jamais, il faut bien des espaces communs, et ces espaces communs, ils jouent avec aussi des normes, donc je ne suis pas du tout mais en revanche, tu ne peux pas avoir un rapport à la norme qui est un rapport de finalité. Alors là, pour le coup, ça veut dire que, résultat, tu inverses ta maxime kantienne et tu vas aller instrumentaliser des individus pour viser la norme. C'est délirant. Donc non, la fin, c'est toujours la singularité. La fin, c'est toujours la personne. Agis de telle sorte que tu considères autrui comme une personne, toujours comme une fin, jamais comme un moyen. Donc ça veut dire que tout le reste doit être au niveau du moyen. Et pas aujourd'hui, on a très clairement, le capitalisme est une inversion, c'est posé depuis Marx et d'autres, c'est une inversion des moyens et des fins. Si on prend les différentes étapes que tu décris pour penser le soin, un des éléments de ta réflexion, c'est que le soin, c'est le contraire de la gestion. On voit bien, c'est éclairant, on vit de plus en plus dans l'ordre de la gestion, et le soin, c'est un autre ordre. Alors, je veux tout de suite, parce que moi je suis, professeur associé à l'École des mines de Paris, et notamment rattaché, c'est-à-dire que, et je veux le dire, parce que dans un laboratoire pour lequel j'ai une immense affection et estime de mes collègues, Armand Hatchuel, Pascal Lemasson, Sophie Hodge, Blanche Grestin, enfin bref, il y en a quantité qui, eux, sont dans le labo de gestion. Et par ailleurs, ma collègue, entre guillemets, directrice de l'EPN au Conservatoire national des arts et métiers, gestion de la santé. Donc, je travaille, et bien évidemment, pourquoi je dis ça? Parce que ils sont ce qu'on appelle la gestion est bien sûr un avatar foireux de ce que, en revanche, les sciences de gestion sérieuses savent bien déconstruire elles-mêmes. Donc, gérer, ça pourrait être tout autre chose.
c'est toujours, on est toujours bien plus vaste que la caricature qu'on fait de soi-même. Donc, quand je discute avec mes collègues, ils me disent mais bien sûr, mais en fait non, ce que tu dis comme qui est la seule définition de la gestion, mais non, ce n'est pas ça, parce que ça c'est le courant Truchmuc, et puis je vais pas te donner ça c'est ça, et puis ça a été bien évidemment. Donc et je suis archi d'accord avec eux en disant mais on est d'accord. Donc malgré tout, pour dire que on peut voilà, à l'intérieur des sciences de gestion avoir quelque chose de bien voilà. Mais hélas, ce n'est pas cet univers comment dire protéiforme, intelligent, plastique, critique que nous avons au jour le jour. Ce qu'on vit dans les services publics, c'est pas la pensée des SHS, des sciences humaines et sociales de gestion. C'est pas ça. C'est quelque chose de bien plus basique et malgré tout. C'est tout ramené au quantifiable, Oui. C'est la négation, c'est remplacer, comme tu dis très bien, le mot par le chiffre. Voilà. Et c'est ça la négation du soin. C'est et ça, on la voit bien, négation du soin. dans un hôpital, prenons très simplement, dans un hôpital, qui est une vraie crise aujourd'hui, quand un soignant, il n'y a plus que le chronométrage de son acte, on remplace le lien, le rapport, la relation, le sens profond du soin, par une pure calculabilité qui en détruit le Voilà. sens. Donc, si tu veux, quand on arrive à cette caricature-là de la gestion elle-même, qui passe par purement du quantitatif, de la négation de la temporalité, c'est-à-dire tout ça demande du temps, c'est pas calculé. Donc c'est comme si tout se valait, tous les temps, toutes les temporalités se valaient, mais non, pas du tout. Donc tu divises le soin comme si tu pouvais diviser le soin. Non, le soin est quelque chose d'assez indivisible, donc à un moment donné, tu es obligé de ne pas être que dans la quantification de cela, parce que tu vas pouvoir diviser certaines choses, mais il y a toute une autre partie où tu ne pourras pas le diviser, donc tu dois attraper cet holistique, et donc tu dois le valoriser. Or, cet holistique, il n'est pas valorisé, s'il n'est pas divisé en petites briques qui peuvent venir dire bah, « ça c'est tant, c'est combien, c'est ceci ». Voilà, donc on a un monde qui est quand même extrêmement, comment dire, mutilé par une rationalité instrumentale. Bon, et le prendre soin, c'est déjà de mettre des grains de sable assez conséquents dans cette façon de penser. Et c'est vrai de se libérer de ces process très, qui abrutissent, quoi, fondamentalement. Un autre élément pour penser le soin, c'est de penser tout autrement la vulnérabilité. Le soin repose sur l'acceptation que la vulnérabilité, c'est pas, comme tu dis très bien, une non-performance, un manque, une faute, qui sont stigmatisées aujourd'hui par notre société, mais que la vulnérabilité, c'est pas un déficit. Non, la vulnérabilité, c'est d'abord un fait. Donc c'est vrai que... C'est difficile pour notre société de penser que la vulnérabilité n'est pas un déficit. C'est oui. Vraiment... Elle n'a produit qu'un jugement moralisateur, un jugement moral et de dévalorisation. Donc, soit elle nie la vulnérabilité, donc refus de la voir. Donc, bien évidemment, il y a un retour du refoulé, comme dirait l'autre, et boum, et ça vient faire effraction. Donc, c'est dingue pour une époque d'une immense intelligence d'être dans la négation d'un fait. C'est ce qu'on appelle un délire. Donc toutes les failles systémiques, etc., bah, y a un refus il y a comme si ça n'existe pas. Donc soit on est dans le déni, soit on est dans la stigmatisation et la mise à mort, quoi. La mise en accusation, voilà, soit la destruction, somme toute. Bon. Et bien évidemment, la vulnérabilité, c'est un fait, donc d'abord ontologique, au sens où nous allons tous traverser de la vulnérabilité, tous, c'est comme ça, c'est structurel, voilà, alors on les déplace, etc. Et en fait, qu'est-ce que l'autonomie? L'autonomie, c'est pas le contraire de la vulnérabilité. L'autonomie, c'est comme la santé, c'est pas le contraire de la maladie. La santé, c'est tomber malade et s'en relever. L'autonomie, c'est traverser des vulnérabilités et s'en relever. C'est-à-dire, c'est faire que des vulnérabilités soient réversibles.
et être, entre guillemets, construit par ces vulnérabilités. Et puis par ailleurs, l'État social de droit, c'est une norme inclusive qui est construite par la prise en considération des vulnérabilités, parce que cette prise en considération des vulnérabilités, elle raconte quelque chose du sujet, des vies humaines, et pas simplement de l'idée abstraite de l'homme. Donc malgré tout, les politiques publiques, elles ont tout à gagner à comprendre, à cartographier les vulnérabilités pour construire des normes plus justes, plus efficaces, plus opérationnelles, etc. Parce que sinon, les normes, comme dirait Aristote, elles sont trop indéterminées et elles vont produire du renforcement des vulnérabilités préexistantes. Donc c'est pour ça que c'est un rapport mature. Moi, je ne suis pas du tout dans une complaisance à la vulnérabilité. Je ne la désire pas. Je ne viens pas la parer d'atours délirants. Je ne suis pas doloriste, mais elle existe. Et donc la nier, je ne peux pas être dans le déni de la vulnérabilité, puisque ce sera la payer au centuple. Comment penser la vulnérabilité de manière plus juste? Déjà la cartographier, déjà accepter un rapport de vérité, elle est là, elle est comme ça, et donc enquêter, donc avoir un rapport de connaissance, donc la vulnérabilité comme vecteur de connaissance, déjà, donc de compréhension de ce monde, etc. Premier point. Deuxième point, la vulnérabilité comme, c'est là où on tombe dans la création, comme vecteur d'innovation. Pourquoi? Parce que c'est de l'hypercontrainte. Donc l'hypercontrainte, de façon un peu mathématique, physique, c'est génératif. Donc il y a une générativité du vulnérable, nécessairement. Donc ça t'oblige à devoir produire des pensées différentes et à déplacer les cadres cognitifs. Donc la vulnérabilité, quand tu sais justement te dessaisir d'un jugement moralisateur, si tu l'abordes de façon mathématique, bah, nécessairement ça t'oblige à produire des nouveaux usages, des nouvelles manières d'être, etc. Donc tu cartographies, tu enquêtes, tu fais un travail de connaissance, tu fais un diagnostic, ensuite tu innoves, tu fais des prototypes à partir de ça, et puis après tu expérimentes tes nouvelles solutions. Ça déjà, c'est un rapport plus intéressant avec la vulnérabilité, parce que c'est un rapport actif, c'est un rapport dynamique, c'est pas un rapport ressentimiste. Tout d'un coup, tu n'es pas que piégé par la vulnérabilité. Tu vas pouvoir l'utiliser comme un vecteur, comme un véhicule, comme du mouvement. Alors que généralement, tu considères que la vulnérabilité, c'est de l'immobilisme, c'est un piège, etc. Un autre élément dont tu parles, pour essayer de repenser le soin, c'est de redonner aptitude et souveraineté. Et j'ai trouvé ça très, très important parce que bon, c'est un sujet qui me travaille beaucoup, la souveraineté. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir à penser. Est-ce que tu peux dire quelque chose de... Alors, sur une forme de souveraineté de la conscience, comme dirait Thoreau ou d'autres. Alors, moi j'avais beaucoup écrit sur la souveraineté dans ce sens-là, pas du tout la souveraineté au sens politique, national, etc., mais la souveraineté du sujet, notamment aussi dans La fin du courage. Mais là, qu'est-ce qu'on peut dire de la souveraineté? Tout simplement qu'elle se situe dans ce que Wilhelm Reich pourrait appeler l'aptitude à la liberté, c'est-à-dire la tentative, juste la tentative. C'est ça qui est génial dans un rapport un tout petit peu humble ou tout simplement sérieux à la souveraineté, c'est que la souveraineté n'a pas besoin d'être... pour se sentir souverain, sujet, il faut être dans le mouvement, il ne faut pas réussir. Ça, c'est très important. C'est ça, c'est très important. C'est ça qui change le truc. Tu es souverain là, déjà. Pas besoin de... Tu es souverain, au fond, dès que tu sors du ressentiment, dès que tu sors de la croyance dans ton impuissance. Exactement. Dès que tu fais un pas. Dès que tu fais un pas, tu es souverain. C'est quand même... Donc c'est ça qu'il faut Le soin, c'est ça. Le soin est un humanisme en tant qu'on donne à l'autre la possibilité de pouvoir juste faire un geste, un pas, voilà. une parole.
et hop, tu enclenches. Et alors que, bien évidemment, nous sommes aveuglés par, en fait, ce réductionnisme de la C'est souveraineté ça, à une certaine idée de la réussite, c'est ça. et qui est un piège absolu. C'est beaucoup plus vaste, la réussite. La réussite, c'est un piège à con, comme dirait Sartre, entre C'est ça, guillemets, tu vois. c'est ça. C'est C'est très bien dit. bien, bien plus vaste. Et Le ça se soin situe. n'apparaît qu'à partir du moment où on sort du piège à compte de croire que être un être humain, c'est une certaine conception de la réussite complètement formatée, Complètement réifiée. réifié. C'est clair. Et ça, le jour où tout d'un coup, tu attrapes un peu ça, ça y est, t'es sauvé. Et là, en revanche, bah, tu vas essayer bah, justement, de faire advenir un peu de ça. Alors, je ne te dis pas que tu ne négocies pas avec le monde. Tu es obligé de négocier Bien avec le sûr. monde, bien sûr. Mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de ta vie. Ça, c'est pas possible. Il y a un autre élément que je trouve important pour comprendre pourquoi le soin est un humanisme aussi, c'est cesser de croire en la neutralité de la technique. Et je trouve Oui. que tu l'abordes de manière vraiment importante, puisque on vit vraiment dans cette idée, la technique est neutre, Mm. et donc, du coup, il n'y a plus de soin, puisqu'il n'y a plus qu'une technique. Et donc, retrouver le soin, c'est retrouver notre humanité, la dimension de la relation, puis tout ce qu'on a dit sur la vulnérabilité, etc. Et tu montres bien que, je trouve ce que tu dis très fort, les machines et la technique étant faites par l'homme, elles Oui, reproduisent les biais cognitifs et émotionnels de l'homme. oui, donc c'est pas très, voilà, Mais donc c'est quelque chose qui est très peu vu. heureusement, c'est par tous les théoriciens de la technique, c'est rappelé, parce que c'est une telle évidence que, là aussi, cette illusion d'optique produite par une certaine forme d'objectivation, c'est d'oublier que, bah, en amont, il y a des conceptions, et ces conceptions, elles sont orientées. Donc c'est pour ça que j'aime bien la convention, d'Asie-Lomar, qui avait réuni, tous les grands neuroscientifiques, data scientists, ingénieurs, et cetera. Et le premier article de la convention d'Asie-Lomar, c'est, en gros, ça suffit ces conneries, c'est moi qui rajoute le ça suffit ces conneries parce qu'il n'y a pas ça, mais c'est ce que ça veut dire. Une refus absolu euh, d'une technique non orientée. Ça suffit. Elle est de fait orientée tout le temps, donc vous savez quoi? On va l'orienter beneficial pour l'homme. Voilà. Elle doit être nécessairement orientée pour l'homme. Donc ça suffit de croire en la neutralité de la technique, puisque la neutralité de la technique n'existe jamais, elle est toujours biaisée par des conceptions, donc à ce moment-là, ça suffit, on travaille à faire des conceptions orientées pour qu'elles soient au service des sociétés humaines, etc. Très simple comme premier article, et moi ça me va, parce que cette idée de viser comme ça ce qui pourrait être une impartialité de la technique, mais ça n'a pas de sens, puisque ça ne... Pourquoi c'est central pour le soin de se libérer de Bah, c'est ça? central pour le soin, parce que là, encore une fois, il s'agit de mettre la technique au bon endroit, moyen, pas finalité. C'est-à-dire, elle doit toujours être, on doit toujours avoir un test de crédibilité et de légitimité de la technique qui est à un moment donné le capacitaire pour les hommes, le capacitaire pour les organisations, le capacitaire pour les sociétés. Et donc, si dans un premier temps, parfois, c'est pas le cas, bah maintenant sur des 1 an, 2 ans, 5 ans, etc., tu peux faire des états de l'art un peu conséquents en vérifiant si tu as une technique qui te réifie et qui oblige les uns et les autres plutôt à s'adapter à cet outil, ou si au contraire, cet outil les a rendus plus capacitaires. Voilà, c'est tout. Et tu fais des vérifications, parce que je ne dis pas que c'est simple, hein, de produire des conceptions humanisantes et humanistes de la technique. Non, mais c'est pas grave. Tu recommences et tu retournes sur le métier, comme dirait Montaigne. Donc c'est ça, c'est tout Donc le soin, simplement c'est ça. un humanisme et c'est un travail sans cesse à Sans cesse. reprendre et à défendre. Et défendre le soin, c'est aujourd'hui une posture éthique et politique. C'est une C'est posture ça. éthique, politique, c'est un, oui, c'est un mouvement, c'est un combat au sens où c'est sans cesse. Oui, mais si tu veux,
pour le coup, c'est la découverte du mouvement de la vie qui est aussi un sans cesse. Donc il faut bien s'occuper avant de mourir. C'est ça le soin, c'est de Voilà. bien s'occuper. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est toujours un bonheur d'écouter Cynthia Fleury. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, surtout, abonnez-vous à ma chaîne. J'aurai vraiment plaisir de partager d'autres aventures avec vous. À très bientôt.